Roland Gori, professeur honoraire maintenant de psychologie, qui est psychanalyste et qui est président d'Appel des Appels. On parle, à mon avis, pas assez souvent de comment le néolibéralisme organise la destruction des métiers. Quand je parle métier, je parle d'éducateurs, psychiatres, infirmiers, juristes, flics, chercheurs, enseignants. Comment ce système tente de briser ce qui en est d'une éthique. Et ça, Roland remet sur le tapis cette question éthique, qui est un mot éthique, qui est galvaudé, qui est confisqué, qui n'est pas dit à grand-chose. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un grand merci à la Carmagnole d'exister et de nous accueillir pour permettre ces débats. J'ai accepté l'invitation d'Hervé Bobovza pour vous parler alors un peu de la question de la relation au pouvoir, puisque la grande question, c'est de savoir qu'est-ce qui nous conduit à nous soumettre, je dirais, justement à cette forme de révolution symbolique que constitue le néolibéralisme, au-delà, bien sûr, des éléments de force, au-delà des éléments de contrainte. Donc c'est un peu là-dessus que j'aimerais travailler. Mais avant, peut-être, puisque tu as évoqué l'appel des appels, dire qu'effectivement, c'est vrai que moi j'ai fait partie de la première réunion fondatrice de la nuit sécuritaire. Bien sûr, on a lancé, j'ai beaucoup d'amis dans la salle, je ne veux pas les citer, sinon je serais obligé, je dirais, de passer au moins un quart d'heure à vous nommer, alors qu'il m'a donné que 40 minutes, donc je vais très vite. Il y a 40 minutes. Voilà. Il va de soi que, avant l'appel des appels, avant la nuit sécuritaire, il n'y a eu pas de zéro de conduite. Je crois qu'il faut quand même le dire, qui a constitué un prototype de résistance extrêmement important face aux nouvelles réformes sarkozystes qui décomposaient les métiers pour les recomposer, je dirais, sous forme de modules visant à ubériser la profession et à prolétariser les professionnels. Et peut-être juste là, tu me décompteras pas dans les 40 minutes, juste là un mot, dire que la prolétarisation, c'est relatif, et c'est un point très important. Le jeune Marx qui parle de prolétarisation insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit pas simplement des conditions matérielles d'existence des travailleurs, mais de la confiscation de leur savoir, de leur savoir-faire et de leur savoir-être par les machines. Et aujourd'hui, les machines, si vous voulez, eh bien, c'est pas simplement des machines mécaniques, matérielles, c'est des machines abstraites, c'est-à-dire, c'est des machines qui sont algorithmiques, c'est des machines qui sont des protocoles, des règles de bonne pratique et qui vous prescrivent, en quelque sorte, des actes professionnels qui ont déjà été décomposés, fragmentés, rationalisés, organisés pour vous et que vous devez accomplir. Ça s'appelle le taylorisme. Mais bon, il nous faudrait une heure pour en parler. Je ne vais donc pas développer ce point. Donc je crois que ça c'est important. C'est-à-dire que ce soit la nuit sécuritaire, l'appel des appels, pas de zéro de conduite, le rang de recherche, etc. Il y a eu ce constat que ça n'était plus l'éthique et la finalité de nos métiers qui comptaient dans ce que nous faisions, c'était, pourrait-on dire, des modules qui étaient déjà établis, organisés, rationalisés pour nous et que nous devions accomplir. Cette dépossession, cette aliénation, elle est une violence considérable qu'accomplit justement le néolibéralisme. Parce qu'il ne faut pas se tromper, le néolibéralisme, c'est pas simplement un régime politique de tout le marché, ça déjà avec les physiocrates on l'avait, c'est pas simplement la mondialisation, c'est une certaine conception du sujet humain réduit à devenir un auto-entrepreneur de lui-même, c'est-à-dire à exploiter son propre capital biopsychosocial. Et cette conception du sujet auto-entrepreneurial, aujourd'hui, elle est incarnée par Macron. Et j'essayais de montrer justement, si vous voulez, la dualité, le caractère hybride du pouvoir macronien qui, avec une rhétorique souvent d'allure humaniste, a une pratique sociale féroce, typiquement néolibérale, qui est incitative à ce que chacun, au niveau professionnel, se transforme en auto-entrepreneur de lui-même, et bien sûr avec une conception de la nation comme nation start-up, avec une conception de l'État comme étant une entreprise, et avec une conception du sujet humain comme étant un auto-entrepreneur. Pour prendre des exemples très très simples avant de commencer mon topo, si vous voulez, il va de soi que quand par exemple Macron s'adresse au préfet de Guyane, je suis un peu fatigué, dans un discours en Guyane au préfet, il leur dit « vous êtes les entrepreneurs de l'État ».
Là, vous avez quelque chose qui est un modèle, qui a un paradigme, qui a une certaine conception. On va revenir sur la question du sujet éthique tout à l'heure. Bon, quand par exemple, n'est-ce pas, il parle de nation start-up, c'est pareil. C'est une certaine conception que je dirais de théologie entrepreneuriale. Quand par exemple la Gare Saint-Lazare, si vous voulez, il dit il y a ceux qui font quelque chose et ceux qui ne sont rien, là il y a une ontologie entrepreneuriale. Ça veut dire qu'on ne peut pas être si on ne fait pas, et si on fait, on doit faire selon le modèle de l'entreprise. Donc si vous voulez, il y a là quelque chose qui est extrêmement important, et je crois que si vous, quelque part Macron est, et je dirais presque la fin dans l'accomplissement d'une révolution symbolique contre-révolutionnaire bien sûr, qui a commencé dans les années 60. Si vous prenez par exemple un des grands penseurs du néolibéralisme qui est Gary Becker, Le Capital humain, prix Nobel d'économie, c'est 1964. Ensuite, les néolibéraux, l'école de Chicago vont conseiller en Amérique latine un certain nombre de dictatures pour se roder justement et pour roder ces fameuses réformes néolibérales. Puis bien sûr ça vient s'étendre au monde de l'Amérique du Nord, au monde anglo-saxon et évidemment en Europe dans les années 80-90. 1980, vous avez Ronald Reagan, Margaret Thatcher, pour prendre un exemple. Là, vous avez ces grands criminels de civilisation qui mettent un terme à un certain esprit humaniste qui était né après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, je ne vais pas développer plus, mais c'est ça que ça veut dire au niveau des professions. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui que toutes les professions soient ubérisées, quelles qu'elles soient. Il ne faut pas s'étonner que les professionnels soient prolétarisés, quels qu'ils soient. Encore une fois, il suffit de voir par exemple le documentaire que tu vas connaître dans le ventre de l'hôpital pour voir comment un service de chirurgie digestive à la pointe, si vous voulez, de la technique, avec des profs de médecine très titrés, etc., sont sous la férule d'une technocratie, d'une bureaucratie purement gestionnaire. Et ils ne peuvent rien dire. Ce ne sont plus les patrons de leur service. Les médecins ne sont plus, en quelque sorte, garants de leurs actes. Quelque part, ils en sont dépossédés. Les infirmiers aussi, bien évidemment. Les aides-soignantes. Il n'y a pas dans l'ensemble aujourd'hui du monde du travail, de travailleurs qui soient quelque part épargnés par cette violence, si vous voulez, du néolibéralisme, qui est devenu un principe de domination sur lequel donc j'interviendrai après. Mais toute la question est de savoir pourquoi nous nous soumettons à cela. Et si nous ne nous soumettons pas à ces réformes-là, encore une fois, il faut être très, très simple, mais quand on démarrait bien sûr avec Sarkozy de manière tout à fait obscène, l'obscénité de Sarkozy nous a préservés d'une certaine manière en nous facilitant la résistance. Ça a été déjà plus difficile avec Hollande et ça ne va pas être très facile avec Macron. Mais si on veut savoir quelle est la nature de ce pouvoir-là, il faut analyser les formes de résistance à ce pouvoir. C'est-à-dire, c'est Foucault qui dit d'ailleurs, si on veut comprendre la nature d'un pouvoir, il faut analyser la manière dont on y résiste. Et on en parlera sûrement. On voit bien comment aujourd'hui, d'une certaine façon, les formes de résistance au pouvoir macronien viennent révéler la nature de ce pouvoir. Bon. Alors, je commence mon topo, donc tu peux mettre au chronomètre de 40 minutes. Donc, je commencerai... Oui. Toi non plus. Hein, t'es fatigué, mais c'est bon. Je commencerai par quelques citations. C'est mon côté de ça. Blanquer ne veut plus des choses comme ça. Il ne veut plus d'humanité, Blanquer. Il veut des humanités numériques. C'est-à-dire, n'est-ce pas, enlever quelque part ce qui fait la substance spirituelle d'un savoir. Et vous imaginez, avec Stanislas Dehaene, président du Conseil scientifique de l'éducation nationale, n'est-ce pas, l'écolier n'est plus qu'une machine à épeler, une machine à compter, qui doit réussir des tests internationaux. Vous imaginez combien ça peut dégoûter les gamins, ça. On est vraiment très loin de freiner Montessori et compagnie. Donc je crois qu'il faut bien prendre conscience de cela. Je vais citer, c'est pas bien. Il faut mettre les PowerPoint. D'ailleurs, c'est complètement fou, ça, parce que moi je trouve que c'est un côté schizophrénogène, puisqu'on demande aux gens à la fois de vous écouter et de lire. Enfin, c'est complètement dingue pour finalement regarder ce que vous êtes en train de dire ou écouter ce qui est écrit. Bon, bref, passons. Donc, je vais commencer par des citations. La première, elle est d'Hannah Arendt, peut-être pour bien différencier ce qu'il en est de la relation de pouvoir et puis de ce qu'il en est de la contrainte ou ce qu'il en est de l'autorité ou ce qu'il en est de la domination. Ce sont des mots, je ne vais pas les développer ce soir, mais on en parlera au Trotsky d'ailleurs à Marseille le 20 juin, ce sont des mots qui ont leur importance et qu'il convient de différencier. Hannah Arendt écrit « Puisque l'autorité requiert toujours l'obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de violence. Pourtant, l'autorité exclut l'usage de moyens extérieurs de coercition. Là où la force est employée, l'autorité proprement dite a échoué.
s'il faut vraiment définir l'autorité, alors ce doit être en l'opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par argument. Donc, en gros, pour faire vite et pour faire simple, si aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a effectivement une violence sécuritaire, si aujourd'hui il y a effectivement des moyens de coercition, si aujourd'hui il y a un paquet sur les médias et sur leur propagande, il faut bien voir que les réseaux macroniens ont installé les hommes qu'il fallait au pouvoir pour qu'un certain nombre d'auteurs, d'écrivains et autres soient censurés, il faut bien voir que justement c'est parce que l'autorité est en crise. C'est-à-dire que la force, la pression normative s'accroît lorsque l'autorité, n'est-ce pas, est en crise. Et je crois que c'est un point important. Alors, l'autre point, c'est que bien sûr, le rapport, si vous voulez, du pouvoir avec la violence n'est quand même pas complètement, comme j'ai essayé de le dire, différent. Il y a quelque chose. Il faut lire Foucault là-dessus, sur ces textes sur la relation au pouvoir. Foucault écrivait en 1982. Est-ce que cela veut dire qu'il faille chercher le caractère propre aux relations de pouvoir du côté d'une violence qui en serait la forme primitive, le secret permanent et le recours dernier? Et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est très important, puisqu'en même temps, si vous voulez que j'ai établi cette différence, vous l'avez compris, entre autorité, violence et pouvoir, ce que nous dit Foucault, c'est la vérité du pouvoir, c'est quand même quelque part la violence qui émerge à partir du moment où l'autorité décroît. Et il le dit d'ailleurs explicitement beaucoup mieux que moi, ce qui apparaît donc en dernier lieu comme sa vérité lorsqu'il est contraint de jeter le masque et de se montrer tel qu'il est. Donc voilà, alors maintenant, étant donné que Hervé m'a demandé un peu de vous parler de mon bouquin sur la nullité du pouvoir, je vais vous dire deux petites choses très rapides, et après je vous raconterai un conte, ce sera plus intéressant que les petites choses rapides que je vais raconter. Bon, en gros, ce bouquin, il s'interroge sur la nature, l'origine et la nature de notre relation au pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, encore une fois, nous nous y soumettons quand même. La deuxième chose, c'est qu'il croise, à un moment donné, effectivement, l'arrivée, l'émergence d'une quelque chose que Hannah Arendt appelle l'improbabilité infinie. Ça peut être un mirage, ou ça peut être un cauchemar, vous choisirez. C'est l'élection d'Emmanuel Macron, qui n'était pas prévisible, quels que soient par ailleurs les réseaux qu'il a préparés, quels que soient par ailleurs, si vous voulez, ce qui a pu la constituer. Il y a là quelque chose qui a été de l'ordre d'une opportunité dont il a su se saisir pour conquérir le pouvoir. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout de suite après, je vais vous donner, n'est-ce pas, une citation de Machiavel. J'adore Machiavel. Macron aussi, d'ailleurs, il a fait son DEA sur Machiavel, mais nous n'avons pas la même lecture de Machiavel. Il va de soi que, comme dit Machiavel, je ne trouve plus ma citation, tant pis, ceux qui ont conquis le pouvoir, pourtant je peux bien l'avoir, il l'a dit tellement mieux que moi que ça me fait de la peine de ne pas pouvoir le citer, et sinon, ceux qui ont conquis le pouvoir par la fortune, c'est-à-dire par la chance, pour dire autrement, n'est-ce pas, n'ont aucune difficulté à y aller, le chemin ouvert, ils s'y volent, dit Machiavel. La difficulté commence à partir du moment où il faut le conserver. Et je crois que là, on a quelque chose sur quoi j'interviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire le caractère un peu providentiel de l'élection d'Emmanuel Macron, en tant que justement, de par, si vous voulez, la saisie de cette opportunité, il fait partie de ce que Max Weber appelle les leaders charismatiques, entre guillemets pour aller vite, et ces leaders charismatiques, ils doivent faire en permanence la preuve de la légitimité de leur pouvoir. Et donc, c'est pas du tout, je dirais, un long fleuve tranquille, comme le furent éventuellement d'autres présidences. Bon, ça, c'est quelques petits mots qui, finalement, n'ont que peu d'intérêt, et je ne voudrais pas vous endormir trop rapidement. Je préfère vous raconter un conte qui, à mon avis, met à nu ce qu'il en est de cette relation au pouvoir. Le conte, vous le connaissez, c'est un conte d'Andersen de 1937 qui s'appelle Les habits neufs de l'empereur. Alors, je vous le rappelle quand même pour ceux qui l'auraient oublié. Il y a de longues années, vivait un empereur qui met plus que tous ses habits neufs, qui dépensait tout son argent pour être bien habillé. Il ne se souciait pas de ses soldats, ni de ses théâtres, ni de ses promenades dans les bois, etc. La seule chose qui l'intéressait, c'était ses habits. Et on disait d'ailleurs de l'empereur, il est dans sa garde-robe. Aujourd'hui, on dirait, il est dans sa com.
Et on ajouterait, ça coûte un pognon de dingue. Et donc cet empereur va succomber à une escroquerie. Deux imposteurs vont se faire passer pour des tisseurs très compétents qui vont être capables de tisser la plus belle étoffe que l'on peut imaginer, et donc l'empereur n'aura aucun rival, aucun concurrent par rapport à sa garde-robe. Non seulement les couleurs et les motifs sont exceptionnellement beaux, mais les vêtements qui en seraient confectionnés auraient une particularité. Et cette particularité, c'est aussi ce qui fait l'intérêt de ces habits, c'est qu'ils sont invisibles aux yeux des imbéciles ou de ceux inadaptés à leur fonction. On est déjà dans l'évaluation. Alors, ce sont des vêtements extraordinaires, très précieux, et donc l'empereur passe le marché, et les escrocs se font livrer, bien sûr, des diamants, de l'or, des étoffes, les plus belles soies de l'Empire et autres, et font mine pendant des heures et des heures de tisser, n'est-ce pas, ces magnifiques habits. Et bien sûr, il n'y a rien sur le métier à tisser, vous vous en doutez. Alors, au bout d'un certain temps, quand même, l'empereur se dit, mais qu'est-ce qu'il fout avec mon fric? Enfin, il ne dit pas comme ça, mais à peu près. Et donc, il envoie, si vous voulez, son premier chambellan, son Édouard Philippe, en quelque sorte, n'est-ce pas, voir un peu où en est l'avancée des travaux sur le métier à tisser. Et alors, le premier chambellan arrive, et alors qu'est-ce qu'il voit? Il voit un métier à tisser vite. Il ne peut pas dire qu'il voit un métier à tisser vite, sinon ce serait reconnaître que c'est un imbécile. Vous ne voyez pas Édouard Philippe dire que c'est un imbécile, n'est-ce pas? Ou bien qu'il est inadapté à sa fonction. Donc il fait mine de s'extasier devant la beauté, n'est-ce pas, de ses habits. Alors je vous la fais courte, j'ai 40 minutes, n'est-ce pas, et donc tout le gouvernement défile, et bien sûr tout le gouvernement, n'est-ce pas, s'extasie sur ces magnifiques habits, jusqu'à l'empereur lui-même, qui constate que le métier à tisser est vide, mais comment voulez-vous qu'un empereur, n'est-ce pas, avoue que c'est un imbécile, qu'il est inadapté à sa fonction, il les trouve donc magnifiques. Et les deux escrocs, n'est-ce pas, poussent un peu l'audace jusqu'à proposer à l'empereur de défiler dans son royaume, revêtu de ces seuls uniques habits que l'on ne voit pas. Donc ça veut dire que l'empereur se promène à poil, n'est-ce pas, dans la rue. Et bien sûr, les chambellans portent la traîne d'habits qui n'existent pas, n'est-ce pas, et le peuple ovationne ces magnifiques habits, va rendre-vous que le peuple va être bon. Et à partir de ce moment-là, tout se passerait bien, sauf qu'un petit enfant dans la foule dit mais il est tout nu. Alors bien sûr, ça fait un peu frissonner l'empereur, ça fait un peu frissonner bien sûr les participants, mais, n'est-ce pas, la procession continue et les courtisans portent la traîne d'habits qui n'existent pas. Je crois que nous avons là la nature du pouvoir. Le pouvoir n'est rien sans les habits dont nous le parons par la coagulation de nos attentes, de nos fictions, de nos croyances. Même quelqu'un comme Hobbes, vous savez, Hobbes le Léviathan, l'État, etc. Bon, Hobbes qui va faire l'éloge de l'État comme étant justement ce qui vient exploiter, pourrait-on dire, la peur de mourir. La peur de mourir, cette émotion politique, elle est de nature quasiment morale. C'est ça, puisque justement cette peur de mourir fait que nous déléguons à l'État le soin de nous protéger en lui abandonnant notre violence, notre force. Même Hobbes, donc, qui nous fait en quelque sorte construire ce Léviathan, dit quelque chose d'extrêmement important. Il fictionnait et il croyait à leur fiction. C'est-à-dire que si vous ne croyez pas à la puissance de l'État, il s'effondre. Il s'effondre. Alors, bien sûr, il peut employer des moyens répressifs, tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas tenir, n'est-ce pas, à long terme, ça n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il nous faut, en quelque sorte, croire en la puissance de l'État pour que cette puissance ait ce que Lévi-Strauss appellerait une efficacité symbolique, c'est-à-dire produise effectivement des effets. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit imaginaire. C'est-à-dire qu'il va de soi, on va y revenir très rapidement, mais ça ne veut pas dire, bien sûr, que ce qui est fiction, ce qui est en quelque sorte croyance, n'est-ce pas, ne produit pas dans la réalité des choses. Ça n'est pas vrai. Prenez quelqu'un comme Durkheim qui est c'est un fondateur de la sociologie positive, souvent considéré comme scientiste, positiviste, etc. Durkheim dit « il n'y a pas de catégorie sociale qui n'ait été préalablement une catégorie religieuse ». C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est le sacré, en quelque sorte, qui fait fonctionner les relations sociales. Alors, on y reviendra si on a un peu de temps, mais, n'est-ce pas, il y a là quelque chose d'extrêmement important. Regardez le 1er décembre à Paris. Le gouvernement était au bord de la faillite.
Et ça peut se reproduire à tout moment. Regardez la révolution aux mains nues, la révolution iranienne en 1978-1979, n'est-ce pas? Très rapidement, regardez ce qui s'est passé il y a 30 ans en Chine, sur la place Tiananmen, n'est-ce pas? Il ne faut pas grand-chose pour qu'un pouvoir s'effondre à partir du moment où une majorité ne croit plus dans sa puissance. Mais ça ne veut pas dire que quand on croit en sa puissance, il ne l'a pas. Je crois que c'est ça qu'il faut bien entendre. Et ça ne veut pas dire, si vous voulez, que parce que c'est de la fiction, parce que c'est des croyances, ça ne se réalise pas. Je suis au contraire en train de vous dire maladroitement, parce que depuis ce matin, 5 heures, je n'arrête pas de faire des conférences ou de voyager en train. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça ne produit pas. Au contraire, tout ce qui, en quelque sorte, fonctionne socialement, même l'économie, et d'une certaine manière, l'économie est irradiée pour qu'elle fonctionne de croyances. Ne croyez pas que le néolibéralisme, c'est l'économie de marché, etc. Ce sont des croyances, ce sont des fictions. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça fonctionne. Alors, d'où vient, en quelque sorte, si vous voulez, cette nécessité qui serait la nôtre de donner au pouvoir, en quelque sorte, une puissance qui n'est rien d'autre que le précipité de notre croyance, et qui se voit d'autant plus quand, par exemple, il s'agit, comme je l'ai dit par rapport à Emmanuel Macron, mais c'est vrai de nombre de leaders qui, justement, arrive comme ça, en se saisissant d'une opportunité, en court-circuitant toutes les files d'attente des partis, des corps intermédiaires, etc. C'est-à-dire dans une position, si vous voulez, charismatique, eh bien, il va de soi que cette illusion, et au sens psychanalytique du terme, c'est une illusion, c'est la rencontre d'une attente et à un moment donné d'un événement qui fait croyance, n'est-ce pas, et justement à la merci en même temps de tous les processus qui peuvent conduire à la désillusion. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vais faire très vite, je ne vais pas être trop long puisque tu me... C'est pas ça. On te protège, tu es fatigué, donc tu... Oui. Qu'est-ce qu'il y a, si vous voulez, derrière? Parce que pour moi, ce conte Andersen, j'ai beaucoup travaillé la poésie et la servitude volontaire, qui est un texte absolument magnifique, le discours sur la servitude volontaire, mais je trouve qu'en peu de mots, Andersen en dit beaucoup plus. Ce qui n'est pas étonnant, puisque les poètes et les conteurs en disent souvent beaucoup plus que les philosophes ou les savants, mais c'est une autre histoire. Lacan disait que les poètes disent une vérité qu'ils ignorent. Bon, et je crois qu'en quelques mots, il nous donne les ressorts. Qu'est-ce qui fait ce conformisme social? Qu'est-ce qui fait cette cérémonie? Qu'est-ce qui fait ces rituels? Qu'est-ce qui fait ces croyances qui font que finalement quelque chose, n'est-ce pas, parvient à exister, parvient à produire des effets? Eh bien, derrière le pouvoir, il y a quelque chose, c'est la mort. Derrière le pouvoir, il y a la mort. Vous vous souvenez sans doute de ce tableau d'Holbein, les ambassadeurs, où vous avez tous les instruments du pouvoir, tous les apparats, tous les fragments qui constituent le rituel et la cérémonie de la puissance. Et puis, par anamorphose, et si vous vous déplacez, vous avez un changement de perspective, et ce qui apparaît, c'est le crâne de la mort. C'est un crâne de mort. Et donc, je crois que c'est cela. C'est-à-dire que ce qui nous amène quand même, malgré tout, à croire à un pouvoir qui n'existe pas, pour aller très vite, il n'y a pas que les avis, c'est qui n'existe pas dans sa légitimité substantielle fondatrice, c'est ce qui nous amène à croire, c'est que ce pouvoir, quelque part, fait écran avec la mort, en tant non seulement que finitude de la condition humaine, mais aussi en tant que figure de ce que l'on ne sait pas. C'est une mort qui n'est pas simplement la mort réelle, la mort biologique, mais qui est la mort en tant que, si vous voulez, élément de non-savoir. Et nous avons besoin qu'un autre, ça nous psychanalystes nous le savons, nous avons besoin de penser qu'un autre sait, même s'il ne le sait pas, donc nous lui prêtons ce savoir, nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que derrière, il y a fondamentalement un vide. Derrière, il y a fondamentalement quelque chose qui est du côté d'un vide ontologique que figure, si vous voulez, la mort. Quelqu'un le dit beaucoup mieux que je suis en train de le balbutier depuis 5 minutes, et sans doute de manière incompréhensible, et je vous prie de m'en excuser, c'est Shakespeare, dans Richard II. Qu'est-ce qu'il dit, Shakespeare? Tous assassinés, quand dans la couronne creuse qui ceint les tempes mortelles d'un roi, la mort tient sa cour, là trône la bouffonne,
raillant sa dignité, ricanant de sa pompe, lui accordant un souffle, une petite scène, pour faire le monarque, être craint et tué d'un regard, lui insufflant une vaine opinion de lui-même, comme si cette chair, rempart de notre vie, était une citadelle de bronze, puis, s'étant joué de lui, pour finir elle vient, et avec une petite épingle, perce le rempart du château, et adieu, roi. Donc vous voyez, ce qu'il y a derrière, en quelque sorte, si vous voulez, cette relation au pouvoir, c'est quelque chose qui hante, d'une certaine façon, le pouvoir, c'est justement cette figure de la mort. Alors, pour également faire un lien très rapide, et après je vous parlerai un petit peu de Macron, mais pour faire un petit lien très rapide sur ce que je suis en train de raconter, il y a deux travaux qui me paraissent extrêmement importants. L'un, c'est un travail de Kantorowicz qui s'appelle « Les deux corps du roi ». Et d'ailleurs, que Macron connaît bien, puisqu'il l'a cité avant, si vous voulez, son élection, nous n'en faisons pas là aussi du tout la même lecture. Les deux corps du roi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le roi est mort, par exemple, on dit le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire qu'en gros, la personne charnelle du roi est morte, mais le corps mystique de la royauté se poursuit. C'est un point très important, parce que là aussi, Kantorowicz met parfaitement en évidence que ça ne concerne pas que la royauté, puisque l'État, puisque d'une certaine façon, la collectivité politique se constitue de par cette dualité fondamentale, c'est-à-dire qu'elle existe matériellement, bien sûr, mais elle n'existe matériellement que en tant qu'elle est habitée par quelque chose qu'on va appeler le corps mystique pour faire vite, ou la substance mystique, ou la substance, si vous voulez, spirituelle, on y reviendra, et qui est justement ce que j'essaie là d'évoquer. Bon, il faut voir d'ailleurs que Kantorowicz montre bien que lorsque ça se produit, pour aller vite, entre le XIe et le XVIe siècle, n'est-ce pas, c'est l'émergence des nouveaux États, ou même l'émergence, par exemple, des communautés municipales en Italie, il y a donc cet aspect concret, mais c'est la limite du matérialisme, qui fait l'impasse, sauf le jeune Marx pour les vite, sans franchi peut-être, on y reviendra, qui fait l'impasse sur autre chose qui l'habite, et cette autre chose qui l'habite, c'est une transcendance, sans quoi, justement, la matière n'a pas de pouvoir, n'a pas d'effet. Je ne sais pas si je suis clair. Bon. Pour être plus simple et plus illustratif, je vais évoquer le deuxième travail auquel je me réfère, je vous parlerai un petit peu de Macron. Le deuxième travail auquel je me réfère, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Marc Bloch, historien. Et notamment le travail qu'il fait sur les rois thaumaturges. Alors, les rois thaumaturges, vous le savez sans doute, c'est des rois qui, en France et en Angleterre, n'est-ce pas, pendant un temps de quelques siècles, avaient le pouvoir de guérir des écrouelles, avaient le pouvoir de guérir aussi d'un certain nombre de maladies par le toucher. Le toucher des mains, on faisait défiler, donc par conséquent, les gens qui avaient des adénites tuberculeuses épouvantables, n'est-ce pas, et ils touchaient et ils devaient guérir. Bon. Ce travail est formidable parce que, si vous voulez, ça montre quelque part la position intermédiaire, où ça se fait aussi avec les métaux, avec les anneaux. C'est-à-dire qu'il y avait des anneaux qu'on déposait sur l'autel et qui étaient censés passer dans l'au-delà, passer dans justement l'autre monde, et puis ensuite on les reprenait, il y avait un échange, des transactions, il y a des choses formidables là-dessus, d'ailleurs sur lesquelles aussi un auteur comme Caïmo a beaucoup travaillé, et ils étaient à ce moment-là chargés d'une transcendance dont le roi était l'instrument, puisque lui, en appliquant à ce moment-là sur les écrouelles, en appliquant sur des plaies, en appliquant éventuellement sur l'épilepsie, dans les crises d'épilepsie, il était censé guérir les patients. Ce qui est très important, c'est le pouvoir thérapeutique qui, en quelque sorte, se trouve attribué à la royauté, attribué, si vous voulez, à quelqu'un qui est censé n'être plus tout à fait un autre, et plus, pas encore, je dirais, passer dans l'au-delà. C'est un point très important, parce que ce que montre bien Marc Bloch, c'est que c'est l'attente du miracle, dit Marc Bloch, qui fait le miracle. Et ce miracle, bien sûr, il y a des gens qui ne guérissaient pas du tout, hein, ou bien qui guérissaient spontanément, parce que c'était dans la logique même d'une guérison, bien sûr, spontanée, mais peu importe,
les communautés y croyaient, et c'est de cette croyance, c'est de ça que je pense à vous parler, hein, c'est de cette croyance, comme pour les beaux habits, que finalement le miracle se fait. Alors ce qui est intéressant, c'est par exemple de remarquer que lorsque la puissance royale est affirmée, comme par exemple chez Louis XIV, ça marche très bien. Louis XV, ça marche beaucoup moins bien parce qu'il a une vie un peu dissolue, et donc on évite d'ailleurs le rituel des écrouelles. Louis XVI, ça marche pas du tout. Et puis alors on arrive à Charles X, au moment de la Restauration. Et donc les légitimistes, ils veulent réinstaller ce rituel des écrouelles. C'est un point très important. Ce serait la preuve que justement, n'est-ce pas, la royauté a une légitimité pleine et entière et qu'elle est habitée par autre chose que la personne du roi, elle est habitée par une transcendance. Et ça ne marche pas et très vite on arrête le rituel des écrouelles. Donc en gros, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le pouvoir, encore une fois, je le répète depuis tout à l'heure, ne détient sa puissance que des attentes et des croyances qu'on lui prête, ou qu'on lui prête sur le mode du désir ou sur le mode de la crainte. C'est encore une fois un autre problème. Alors, juste une petite transition, justement, avec Macron. Moi, j'avais été très intéressé, j'avais fait un papier, je ne sais plus trop où, mais peu importe, dans l'IB, je crois, ou dans Politique, je ne me souviens plus, là-dessus. C'est que, pour Macron, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tout à fait pigé, il connaît bien Kantorowicz, il a cité dans un discours, un texte, un article qu'il a donné à l'Obs avant son élection, c'est pas ça. Il dit, d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on voit bien en même temps, tu m'interroges sur le en même temps, on en parlera parce qu'il y a un chapitre sur le en même temps qu'il dit ça, il n'y croit pas du tout. En même temps qu'il dit ça, il gère comme un entrepreneur l'État dans une position qu'on peut appeler consulaire, bonapartiste, etc. Mais il ne croit pas, en quelque sorte, vous voyez, c'est un peu comme quand il fait l'éloge de la littérature, quand il fait l'éloge de l'art, etc. Il y a dans les textes qui ont été recueillis, notamment dans le numéro 1, vous savez, Macron par lui-même, c'est formidable, parce qu'il dit des choses tout à fait formidables sur le fait que la seule chose intéressante dans la vie, c'est l'art, la seule chose passionnante, c'est la littérature, etc. Et dans la pratique, il met Blanquer et bien évidemment des réformes qui n'ont rien à voir. Et en même temps, ça veut dire que, en même temps que je te dis que tu es un mec super, je te mets une baffe. En même temps, c'est ça. C'est-à-dire, en même temps qu'il y a une déclaration, rhétorique humaniste, il y a une pratique tout à fait féroce du pouvoir. Donc, c'est important. Alors, par rapport justement au corps du roi, il y a un autre point qui est intéressant à analyser, à mon avis, c'est un peu ce que je bafouille là, mais que je déplie plus rigoureusement dans mon bouquin, c'est le moment c'est en gros lorsqu'il dit par exemple la démocratie elle est incomplète, la démocratie, il lui manque quelque chose. La question du vide, la question des deux camps. Il dit parce que finalement le peuple français n'a pas voulu la mort de Louis XVI. Je ne sais pas comment il le sait, il n'était pas né, moi non plus d'ailleurs, hein. Et donc le peuple français n'a pas voulu la mort du roi, et depuis la mort du roi il y a un vide dans la démocratie. Il y a une incomplétude qui n'est finalement comblée qu'à certains moments, dit-il, le moment napoléonien, le moment gaulliste, et en pointillé, on a envie de dire le moment macronien. C'est très important pour comprendre ce qui nous attend, d'une certaine manière. C'est très important. C'est-à-dire qu'il n'a pas compris, et pourtant c'est un philosophe, il n'est pas idiot du tout. Oui, non, je sais bien que mon ami Frédéric Pierru n'y croit pas. Chaque fois que je dis ça, ça l'énerve. Moi, je dis c'est un philosophe. J'ai vraiment lu Révolution, j'ai lu beaucoup de textes de lui. C'est un philosophe, c'est pas un excellent philosophe, bien sûr, mais c'est quand même un philosophe. Il a quand même une érudition, il faut bien le reconnaître. Il connaît ses classiques. Mais on dirait qu'il ignore que le propre de la démocratie, c'est de laisser cette place vide. Tout le travail de Claude Lefort sur l'invention de la démocratie montre que pour que le pouvoir soit démocratique, qu'il soit à tous et à personne, il faut que cette place soit laissée vide. C'est ce qui fait de la démocratie un régime indéterminé dans ses décisions. Et donc, du coup, qui peuvent, ces décisions, être soumises au débat démocratique. Sinon, elles sont déjà inscrites. Elles sont inscrites dans les textes religieux, elles sont inscrites dans la tradition des anciens, ou elles sont inscrites dans les algorithmes de l'économie financière. Donc le propre de la démocratie, c'est ça. Et ça, c'est un point, je dirais, important. Alors, très vite, je ne veux pas être trop long. Il me reste combien de temps pour savoir ce que je vais... Prends ton temps. Ah bon. Tu prends un risque majeur. Hein. Je t'arrêterai quand il le faut.
Je t'arrêterai quand il le faut. D'accord. Et comment tu sauras que c'est le bon moment? Le privilège du modérateur. Alors, peut-être... oui, non, mais on va discuter, parce que peut-être lancer quelques pistes comme ça. Je vous ai beaucoup parlé de la personnalité de Macron, et je développe beaucoup plus dans l'ouvrage. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un hebdomadaire qui m'a demandé un papier en urgence sur Macron, je veux dire pas lequel quand même, et qui ne l'a jamais publié. Tout en me disant qu'il était très bon. Tout en disant qu'il était très bon, mais que le dossier était retardé. Et il cesse d'être retardé, alors qu'on l'a donné en urgence. En 48 heures, il fallait que je fasse le texte, n'est-ce pas? Et ça fait au moins, sans exagérer, 6 mois qu'il n'est pas paru, et je pense qu'il ne paraîtra jamais. Non, mais c'est très important parce que je pense que les réseaux sont très puissants. Plus que, n'est-ce pas, ça ne l'a jamais été. Alors, ce que je voulais essayer de vous montrer, pour essayer de rattraper mes balbutiements et mes bégaiements du début, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est quelle a été l'opportunité dont s'est saisi d'abord Emmanuel Macron pour arriver à ce qu'un Arad appelle cette improbabilité infinie de conquérir le pouvoir, c'est-à-dire à se saisir de cette opportunité de manière très opportuniste, mais ça on sait qu'il était déjà dans la commission Savary-Guillaume, pour finalement parvenir à cette magistrature suprême. Eh bien, je crois que pour comprendre les choses, c'est qu'il y avait une crise de la parole politique. C'est-à-dire que, si vous voulez, il y avait un discrédit de la parole politique, puisque les deux partis qui se partageaient jusque-là l'alternance dans la gestion du pays se sont discrédités. Le parti de droite, au-delà du fait divers, Fillon, n'est-ce pas, l'argent, etc., serrez-vous la ceinture, mais moi, éventuellement, je peux gagner un peu d'argent avec mes enfants, ma femme, etc., au-delà du fait divers, venez en gros, avouer la corruption de la droite avec le monde des affaires, qui avait déjà commencé avec Sarkozy, comme vous savez, et qui a des implications. C'est-à-dire qu'en gros, les conseillers des cabinets ministériels, ou les conseillers, si vous voulez, du président de la République, étaient des avocats d'affaires, n'étaient plus traditionnellement les énarques, etc. Bon, avec Macron, c'est beaucoup plus malin, je le dirai après. Donc, en gros, la droite, et bien sa parole politique, n'est-ce pas, les valeurs gaullistes, une certaine idée de la France au-dessus des partis, etc., c'était mort, c'était râpé. C'est-à-dire qu'en gros, une parole disait quelque chose que les actes venaient contredire. Ce qui va donner le problème aussi de Macron, c'est bon, la gauche. La gauche dite de gouvernement, ça veut dire la gauche qui a eu le pouvoir et qui l'a partagé, n'est-ce pas? Ben, cette gauche-là, elle s'est aussi discréditée dans ses promesses. C'est-à-dire que celui qui dit le 23 janvier, bonne nuit, il n'a pas été élu, pourtant il gouverne, c'est la finance, n'est-ce pas? Et qui, quelques mois après, adopte le logiciel, non pas social-démocrate. La social-démocratie, c'est pas ça. La social-démocratie, c'est arriver à la même justice sociale par d'autres moyens que la révolution, c'est-à-dire par le moyen électoral. Mais le but est le même. Donc c'est pas du tout la social-démocratie. À quoi on avait affaire? On avait affaire à quelque chose qui s'appelle le social-libéralisme, qu'on avait déjà connu avec Blair, Schroeder, etc. Et donc, là aussi, faillite de la parole politique. Faillite de la parole politique. Donc si vous voulez, je ne vous dis pas que c'est la cause, je ne crois pas, j'ai fait un peu d'épistémologie dans ma vie, même un peu beaucoup, je ne crois pas du tout à une causalité, c'est pas ça. Mais c'est un facteur déterminant, je sais pas si un facteur de risque, voilà, qui a favorisé les choses. Et l'autre gauche, si j'ose dire, malgré sa belle campagne, elle n'a pas été en mesure, dans une France qui a toujours voté, quand même à droite, qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas, de gagner les élections. Et je crois que donc, il a su, à ce moment-là, produire cette illusion. Regardez ce livre Révolution, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ça n'a rien de révolutionnaire, Révolution, hein, je vous le promets, hein, si vous l'avez. Regardez les discours, avec moi, un nouveau monde, enfin on va quitter l'ancien, c'est un produit typique de l'ancien monde. N'est-ce pas, énarque, passé par le monde des affaires, la banque Rothschild, etc. C'est pas... Il n'y a rien de nouveau. Il a été ministre aussi, on semble quand même un peu l'oublier. Et il a même pas mal influencé, justement, Hollande dans ses décisions. Donc, vous voyez, il y a là quelque chose d'une imposture, on va aller très vite, mais qui a fait illusion. Je crois que c'est un point extrêmement important. Qui a fait illusion, pourquoi? Alors c'est là où je voudrais venir un peu à l'essentiel. Qui a fait aussi illusion, si vous voulez, parce que il n'est pas qu'Emmanuel Macron avec une personnalité, il est ce que Durkheim appelait une personnalité sociale. C'est-à-dire, il est, en quelque sorte, la figure, quelque part, de notre époque.
Une figure qui croit, n'est-ce pas, justement au présentisme, qui croit au court-termisme, qui croit à l'efficacité, qui croit à la productivité, qui croit à la compétition, qui croit à la performance et qui se soumet tant bien que mal, même si nous sommes beaucoup à nous révolter contre cette folie des évaluations, qui croit tant bien que mal que nous sommes dans un monde où il n'y a pas d'alternative, comme disait Margaret Thatcher. Donc si vous voulez, je crois que là-dessus, Macron, c'était son moment. C'est pour ça que j'ai repris d'ailleurs le terme de Jean-Noël Jeanneney, le moment Macron, parce que c'était son moment. C'est-à-dire le moment où culturellement, il pouvait incarner une partie de l'élite qui s'est complètement séparée des valeurs traditionnelles de la République et de la démocratie. Et si cette élite-là s'est séparée des valeurs traditionnelles, n'est-ce pas, de la République, de la vertu républicaine et démocratique, c'est parce que peut-être la démocratie s'était déjà séparée d'elle-même. Et pour vous le dire en un mot commençant, pour moi, je ne pense pas que ce soit les inégalités sociales qui produisent la crise démocratique. Je crois que c'est la crise démocratique qui favorise les inégalités sociales. Et que donc, tant que le problème ne sera pas réglé quelque part politiquement, n'est-ce pas, on mettra toujours tous les garde-fous que vous voulez, mais ça ne changera strictement rien au problème. Bon. Alors, pour aller très très vite sur ce... Prends ton temps. Oui, oui. Vous voyez la citation de Max Weber que je cherchais tout à l'heure, lorsqu'il dit que le leader charismatique n'acquiert et ne conserve l'autorité qu'en faisant la preuve de ses forces dans la vie. Donc le point de faiblesse, bien sûr, d'un leader qui attrape le pouvoir comme ça, c'est qu'en permanence, il n'est pas légitime. Il a court-circuité toutes les grilles de carrière et d'avancement politique, tous les salaires politiques, comme dit Max Weber, et toute régulation des formations préalables des partis, etc. C'est pour ça qu'il lutte d'ailleurs, même si maintenant il est un peu plus embêté avec les corps intermédiaires, c'est qu'il veut se débarrasser quelque part de la presse qui lui est hostile, quelque part des élus locaux, régionaux, des parlementaires, etc. Pourquoi ? Parce que justement, c'est pas du tout dans son monde. Il n'est pas là, lui. Il a attrapé, il a réussi, il a mené une des phrases très justes d'ailleurs de Hollande dans son livre sur le pouvoir, là, Regret du pouvoir, je vois comment ça s'appelle, donc peu importe, c'est de dire, mais il n'est pas de droite ou de gauche, Macron. Il a créé son entreprise et il est décidé à la mener jusqu'au bout. Et je crois que c'est une parole très vraie, si vous voulez, de Hollande, et il en sait quelque chose. Ça, il y a un truc très amusant, et je vous raconte ça pour vous détendre un peu. Il y a un truc qui, moi, m'a beaucoup amusé quand j'ai lu ça. C'est lorsque Macron était secrétaire général adjoint de l'Élysée. Là, c'est pareil, hein, il n'était pas rien. Il quitte ce secrétariat général adjoint de l'Élysée parce qu'on lui propose pas le poste de ministre qu'il attend, et donc il organise un pot de départ. Et à ce moment-là, il y a un pot de départ, comme tout à l'heure, peut-être il y aura un pot après. Eh bien, Hollande arrive et il dit, vous savez, je suis le président Hollande, celui qui travaille avec Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, il y a quelque chose d'extrêmement fort. Alors, c'est un point, encore une fois, très important, dans le désir de dégagisme, dans le désir, si vous voulez, de nouveau. On peut dire qu'il a su faire illusion, et il a pu su faire illusion parce que d'une certaine manière, eh bien, que cela nous plaise ou non, il faut quand même le dire, si vous voulez, il a de la chance, mais ça, de la chance, vous savez que chaque fois que Napoléon nommait un général, il demandait est-ce qu'il est chanceux ou pas. Donc il y a un point très important. Et puis, c'est se saisir, encore une fois, des opportunités. Et il correspond à notre époque. Je sais que ça plaît peut-être pas beaucoup d'entre nous, mais il correspond à notre époque. Et il correspond à ce qu'on a appelé, il y a déjà un certain temps avec Christopher Lasch, la culture du narcissisme. C'est-à-dire, effectivement, il n'y a pas de dette. Quand, par exemple, Hollande le rappelle à ce qu'il lui doit, mais c'est ridicule. Je veux dire, pour un psy, c'est aberrant. Puisque, justement, le propre, si vous voulez, de cette personnalité-là, de ce type de personnalité, qui n'est pas qu'une personne, mais qui est encore une fois une personnalité sociale, c'est une figure sociale à un moment donné, c'est qu'il n'y a pas de dette. Hein, tout est bon. Hein, ce qui compte, c'est le résultat. Hein, et on y arrive de toutes les façons. Donc vous voyez, je crois qu'il y a quelque chose qui est... Alors, en plus, je crois que là, chez lui, il y a vraiment une conviction, une croyance dans l'entreprise pour réussir. On n'est rien si on n'est pas premier de cordée, si on ne réussit pas. Et si on est dernier de cordée, on doit devenir premier de cordée. Et sinon, on n'est rien. C'est une ontologie, ça. C'est extrêmement important. Pourquoi ?
Ben parce que ça veut dire, si vous voulez, que ce qui compte, c'est la compétition, ce qui compte, c'est la force, ce qui compte, c'est le résultat, et que donc l'humanité ne gîte plus dans cette vulnérabilité qui fait sa dignité, si on reprend Pic de la Mirandole, mais, n'est-ce pas, c'est pas le manque, c'est pas la faiblesse, c'est pas l'amour, c'est pas l'amitié, c'est pas la solidarité. Et tout ça, c'est en quelque sorte des valeurs qui sont complètement récusées par, si vous voulez, cette frange d'élite qui, chez Macron, dont il est l'incarnation. Sa garde prétorienne n'est rien d'autre que l'image reflétée dans le palais, dans le miroir élyséen. Ce sont des jeunes qui en veulent, ils s'embarrassent pas. On a recyclé tout ce que Dominique Strauss-Kahn avait laissé sur le trottoir après ses turpitudes érotiques, n'est-ce pas, et ils en veulent. Ils ont fait l'ENA, ils ont fait les écoles de commerce, ils sont mixtes, ils sont dans une hybridation. Moi j'avais dit d'ailleurs, lorsque Politis m'a interrogé sur l'affaire Benalla, j'avais dit, mais attendez, monsieur Benalla, c'est un martyr du macronisme. Parce que voilà un homme qui était un auto-entrepreneur de lui-même. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'un service public de protection du président qui passe par l'armée, la police, etc., il avait créé sa petite entreprise. Et c'est exactement ce à quoi nous incite l'idéologie macronienne. Alors, je ne veux pas être trop long, c'est promis. J'aimerais bien qu'on parle un peu. Je vous donne la citation de Machiavel, je vais trouver, c'est merveilleux. Ceux qui de simples personnes deviennent princes par le moyen seulement de fortune, n'ont pas grand-peine à y parvenir, mais beaucoup à s'y maintenir, ils ne trouvent pas fort mauvais chemin au commencement, car ils y volent, mais toutes les difficultés naissent après qu'ils sont en place. Donc on a là, si vous voulez, le problème effectivement majeur. Alors, l'autre illusion qui a été produite, l'autre malentendu, c'est presque un malentendu, vous savez, comme on parle de malentendu amoureux. Et effectivement, comme vous le savez, dans l'amour, n'est-ce pas, le moment où on connaît vraiment la personne qu'on a aimée, c'est pas au moment où on l'aime, là on est dans l'illusion, puisqu'on lui fait porter, comme ce que je vous ai raconté sur le pouvoir, on lui fait porter les habits dont nous l'avons en quelque sorte fagoté avec nos attentes, nos désirs, nos croyances, n'est-ce pas? Mais c'est au moment où on se sépare. On dit, là je ne te croyais pas comme ça, mais c'est sympa, t'es vraiment un fumier, je te pensais généreux, mais t'es radin, en plus t'es moche, etc. Donc là, à ce moment-là, on est réaliste. C'est-à-dire, la désillusion nous amène, n'est-ce pas, à constater l'objet tel qu'il est, et tel qu'on l'habille à ce moment-là aussi, un peu de nos propres désillusions, c'est-à-dire, effectivement, des déceptions. Alors, c'est ce point, si vous voulez, qui est en jeu, et là, je vais tout de suite à l'essentiel concernant Macron, dont je ne parlerai pas durant le temps, je parlerai peut-être après, c'est que, si vous voulez, il a surfé sur une vague qui voulait en finir avec quoi? Qui voulait en finir avec, d'une certaine façon, effectivement, non pas le néolibéralisme comme économie, comme mondialisation, globalisation, mais le néolibéralisme, je vous l'ai dit tout à l'heure, comme vision du monde et comme sujet éthique. C'est quoi un sujet éthique? Foucault le définit comme sujet éthique, c'est la manière dont on entre en relation avec l'autre, avec le monde et avec soi-même. Et ça, les peuples n'en voulaient plus, et ils n'en veulent plus toujours. Je vous raconterai tout à l'heure encore d'autres histoires. Ils n'en veulent plus. C'est-à-dire qu'en gros, si vous voulez, ce qu'avait pu provoquer la globalisation, n'est-ce pas, ce qui avait pu provoquer cette colonisation des mœurs et des esprits par une certaine conception du sujet humain, 7 minutes 30, mais c'est parfait. Je prends 10 secondes. Prends ton temps. Il devient macronien, en même temps, il me montre le papier, il me dit qu'on rend compte. Bon. Tu as 7 minutes 30. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'il surfe sur quoi? Il surfe, en gros, sur le désir produit dans le monde entier par une globalisation, une financiarisation de l'économie et une transformation radicale des mœurs, dont je parlerai dans le débat, je n'ai pas le temps d'en parler, et une nouvelle colonisation des esprits, qui fait que, depuis la fin du XIXe siècle, les démocraties libérales sont minées de l'intérieur par une contradiction structurale matricielle entre la promesse d'émancipation et la nécessité d'une aliénation.
depuis le début. C'est-à-dire qu'en gros, le discours des Lumières, n'est-ce pas, c'est un discours de révolte, d'émancipation, puisque qu'est-ce que les Lumières de Caen de 1984? C'est et le courage de savoir, sors de l'état de minorité dans lequel tu te complais toi-même, ne te fie qu'à ta raison critique et à ta loi morale. Comment voulez-vous que des mecs qui travaillent en usine dans les années 1890, des gamins qui descendent au fond des mines, des hommes et des femmes qui vont se vendre et se louer sur le marché du travail, ils ne se fient qu'à leur raison critique, à leur loi morale. Ils n'ont pas le choix. C'est-à-dire que les conditions sociales à la fin du XIXe siècle, elles viennent dénier les promesses d'émancipation que comportait, si vous voulez, le discours des Lumières. Ça produit quoi? J'en ai beaucoup parlé dans l'individu ingouvernable. Ça produit, à la fin du XIXe siècle, l'émergence d'abord de nouvelles formes de savoir, comme par exemple la sociologie, la psychologie sociale, la psychanalyse, etc. Et ça provoque aussi autre chose d'un point de vue politique, c'est l'émergence du socialisme, du communisme, de l'anarchisme et du fascisme. Il y a un fascisme à la française, comme dit Siv Sternel, qui naît dès la fin du XIXe siècle. 1895, vous avez Dreyfus qui est dégradé. 1895, vous avez Karl Lueger, trimeur populiste antisémite qui est élu à Vienne. Il y a déjà là un problème qui est, si vous voulez, de contradiction entre quoi? Entre les promesses de liberté et les exigences, si vous voulez, de la révolution industrielle, avec les promesses d'égalité, etc. Il y a quelque chose qui est en train de se produire, qui montre la contradiction, si vous voulez, à ciel ouvert d'une démocratie libérale. On sait que ça a été résolu quelque part par le recours à la notion de nation en tant que favorisant le nationalisme qui s'est terminé en 1918 par la grande boucherie que vous savez. Mais le problème, il est réglé. Et le problème, ensuite, il va être traité d'une autre manière par le régime totalitaire, c'est-à-dire que ces individus isolés, désolés, eh bien, les partis totalitaires vont les appareiller pour leur offrir une reconnaissance matérielle et une reconnaissance symbolique, un uniforme, des galons, de l'argent, des femmes, si vous voulez, il y a là quelque chose qui se produit au prix, bien sûr, d'un appareillage, d'une aliénation. Mais ça n'est possible, comme l'a montré Hannah Arendt, que parce qu'il y a désolation dans le champ du politique, c'est un individu isolé. Et le problème n'est pas réglé. En gros, la contradiction à l'intérieur même de la démocratie libérale, elle persiste. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, je fais simple, vous avez l'esprit de Philadelphie, vous avez la promesse que, bien sûr, il faut investir, n'est-ce pas, en 1944, le Bureau international du travail dit, si vous voulez en finir avec les grandes boucheries que nous avons connues, eh bien, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans la justice sociale, il faut investir dans la culture, il faut investir dans la santé, ce qu'on appelle maintenant les déficits publics étaient à ce moment-là des investissements, et ce souffle humaniste, pour aller très vite, va pendant 30 ans à peu près, les 30 glorieuses qui ne sont pas que des réussites économiques, elles sont des réussites économiques parce qu'il y avait des croyances et des fictions. C'est de ça que je vous parle depuis tout à l'heure. Eh bien, si vous voulez, s'essouffle et vous avez à ce moment-là l'émergence du néolibéralisme, je vous ai dit, dans les années 60-70, d'abord en Amérique latine, en Amérique du Nord et finalement en Europe. Bon. Alors, aujourd'hui, vous le savez, nous avons cette crise-là qui est apparente, mais qui, à mon avis, date, je vous l'ai cité, fin du 19e et qui a traversé tout le 20e, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, eh bien, le choix entre des démocraties libérales qui ne sont rien d'autre qu'un libéralisme sans démocratie, où il n'est pas, d'ailleurs je vous en parlerai, mais c'est dans le débat, mais il n'est plus besoin, en quelque sorte, il n'est plus besoin de débat démocratique, on peut gérer les populations par des algorithmes prédictifs. Regardez en Chine, par exemple, bon, c'est pas une démocratie, mais regardez en Chine comment, on y reviendra, n'est-ce pas, les caméras de surveillance, n'est-ce pas, traitent la surveillance, le contrôle des populations qui sont affectées d'un crédit social, et chaque fois que vous traversez la rue alors que le feu est vert, n'est-ce pas, vous n'avez pas le droit, ou que vous faites pisser votre chien, n'est-ce pas, ou que vous ne ramassez pas les excréments, ou que vous ne payez pas vos factures, ou que vous avez critiqué le parti, etc., on vous défalque des points. Et c'est comme ça qu'ensuite vous avez une note de score de comportement social basse qui fait que vous n'avez pas droit à certaines aides sociales, que vous devez faire plus la queue dans les services d'urgence, que vous n'avez pas droit de voyager, qu'on annule vos billets d'avion réservés, etc. C'est-à-dire qu'il y a donc une manière algorithmique de gérer les populations sans passer par le politique. On entre dans le post-politique
pour aller très vite. Vous avez le choix entre, en quelque sorte, n'est-ce pas, des démocraties qui, elles, libérales, évoluent vers un libéralisme, mais sans le débat démocratique. Et donc c'est ce que nous connaissons et qui est rejeté par la plupart des peuples, n'est-ce pas, et qui aboutit à quoi? Qui aboutit à ce qu'on appelle des démocraties illibérales, c'est-à-dire autoritaires, c'est-à-dire Orban, Salvini, Erdogan, Trump d'une certaine manière, et peut-être vers quoi nous risquerions également d'évoluer. Donc je crois que c'est un point qui est très important, vous voyez, que je peux peut-être quasiment terminer là-dessus, c'est de vous montrer, si j'ose dire, qu'il y a une contradiction à l'intérieur même des démocraties libérales, contradiction qui avait été d'ailleurs repérée par Bergson, parce que Bergson disait « seule la valeur de fraternité », qu'on peut appeler justice sociale, qu'on peut appeler solidarité, seule, n'est-ce pas, la valeur de fraternité est à même de réconcilier ces deux sœurs ennemies que sont la liberté et l'égalité. Or, aujourd'hui, vous voyez, le débat repose uniquement, pourrait-on dire, sur cette bipolarité liberté-égalité, en court-circuitant la valeur de fraternité, qui est une valeur humaniste, traditionnelle. Nous disions avec mon ami la philosophe Barbara Cassin il y a quelques mois, c'est quand même très curieux, on a passé de notre jeunesse à détruire l'humanisme, à le déconstruire, à montrer que c'était une idéologie un peu molle et haute. Et là, nous sommes en train, n'est-ce pas, à la fin, si j'ose dire, de notre parcours, de réhabiliter l'humanisme en disant que s'il n'y a pas un humanisme, on va être dans la merde parce qu'on va être soit pris dans un totalitarisme technofasciste pour aller très vite, n'est-ce pas, ou bien d'autres formes de totalitarisme, que ce soit islamiste ou que ce soit, encore une fois, d'autres. Alors, je crois que, vous voyez, je crois qu'il faut bien voir que, et je voudrais terminer un peu là-dessus, que Macron appartient à notre époque. C'est ça qui est important. Et je termine avec, bon, vous laissez quand même la parole et pouvoir échanger, avec cette phrase de Marc Bloch, vous avez compris que j'adore Marc Bloch, qui disait « Les hommes ressemblent beaucoup plus à leur époque qu'à leur père ». C'est ça que nous avons aujourd'hui.